Bonjour et bienvenue dans Chères Erreurs, le podcast qui ne vous apprendra rien si vous avez toujours tout bien fait du premier coup. Sinon, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Cécile Schauer, qui est coach et formatrice, installée au Luxembourg et qui intervient auprès des entreprises, des administrations et en particulier aussi dans l'économie sociale et solidaire. Alors moi, ce que j'ai remarqué chez Cécile, c'est son utilisation extensive de la BD pour faire passer à ses clients des notions pas toujours faciles et pas toujours accessibles autour de la qualité de vie au travail et de la prévention des risques psychosociaux. Gaston Lagaffe, Les Schtroumpfs. le meilleur garçon de bureau. Les Schtroumpfs, Johan Epirloït, Imbattable. Je ne sais pas si tu connais Imbattable, c'est une BD absolument fantastique où le héros, il a le super pouvoir de pouvoir sortir des cases. Et donc, Ah, génial! ouais, pour faire comprendre comment on peut efficacement prendre du recul, je trouve que c'est une BD géniale, en plus qui est bourrée d'humour. Donc, je vous recommande, hein, c'est une BD récente. Et alors, en parlant de super pouvoir, le tien, c'est quoi? Mon super pouvoir, c'est le soutien indéfectible que j'apporte à mes clients. En fait, j'ai vraiment une volonté farouche de faire réussir mes clients, qu'ils accèdent à des résultats qui soient concrets, qui soient efficaces, qui aient vraiment un mieux. Donc moi, j'interviens sur la mise en place de la qualité de vie au travail et donc c'est pas un mieux de confort, quoi. C'est vraiment un mieux de fond. Et alors, tu parles de soutien indéfectible. S'il y a quelqu'un qui a apporté un soutien indéfectible à Chères Erreurs depuis le début, depuis le tout début, c'est toi. Quand tu as commencé à partager tes boulettes sur LinkedIn, moi, j'ai ressenti un immense soulagement. C'est la première fois que je lisais une chose pareille sur LinkedIn. Avant Chères Erreurs, quand j'allais sur LinkedIn, j'avais un sentiment de ne pas apprendre grand-chose professionnellement. Il y a énormément sur LinkedIn de gens qui célèbrent leur succès et énormément de gens qui vendent le succès. Ça a comme résultat de faire sentir le lecteur un peu minable quand il rencontre pas le succès ou quand il y a des choses qui vont pas très bien dans son business. Et le fait que tu partages tes erreurs, oh, d'abord j'ai trouvé ça méga culotté parce que il faut quand même un courage de dingue pour mettre sur la table, non, non, mais en fait, je ne vais pas vous parler de l'évolution de mon chiffre d'affaires qui a crevé le plafond, je vais vous parler des boulettes que j'ai faites. Donc, non seulement ça m'apprend, parce que ça renvoie à des choses qui me sont arrivées, mais en plus, ça me soulage. Ça me fait me dire, mais oui, oui, nous sommes humains, nous ne sommes pas des super-héros. Et donc, en fait, tu as cassé le mythe du super-héros qui sévit sur LinkedIn. Donc, merci pour ça. Merci, Cécile. C'est vrai que mes erreurs, ça a été ma plus belle école de formation, même si j'ai appris énormément dans des vraies écoles, avec des vrais profs et dans des vrais livres. Il n'en reste pas moins que notre métier est un métier relationnel dont l'essentiel ne s'apprend pas dans les livres et j'ai appris par essai-erreur. Ça ne veut pas dire que je n'ai fait que des erreurs. Il y a plusieurs personnes qui m'ont interpellée en disant il vaut mieux s'appuyer sur les forces que sur les faiblesses. Mais pour moi, ça n'a pas de sens. Si je suis là où je suis, si je suis coach depuis près de 25 ans, superviseur depuis 3 ans, etc., c'est bien entendu parce que j'ai eu plus de succès que d'échecs. C'est bien entendu parce que j'ai réussi tout un tas de choses, évidemment. Et ça, je ne le néglige pas. En revanche, aller chercher dans mes erreurs ce qu'elles m'ont appris et en quoi elles m'ont enrichi, en quoi elles m'ont fait progresser dans mon métier, ça m'a paru être, et c'est toujours une démarche que je trouve utile et pertinente. Et puis, il m'a semblé aussi qu'en devenant superviseur, c'était une manière de donner à des coachs moins confirmés que moi l'autorisation, non seulement de faire des erreurs que de toute façon ils vont faire, mais surtout l'idée de déculpabiliser, de dédramatiser ces erreurs parce que de toute façon, on va les faire, elles sont inévitables, mais on n'est pas obligé de penser que c'est uniquement quelque chose qui va nous coûter. On peut aller y chercher des pépites et c'était ça ma démarche. Ah bah, réussi en ce qui me concerne, hein. C'est fabuleux. Merci Cécile. Ça me touche énormément et pour faire vivre tout ce travail que j'ai commencé à faire avec le soutien d'une petite communauté, dont toi, quelle est dans le livre, quelle est la chronique qui t'a le plus interpellé, dont tu as envie de parler aujourd'hui? Alors, c'est la chronique qui s'appelle Le diable aurait mieux fait de s'habiller en Prada. Alors Cécile, pourquoi est-ce que tu as choisi cette chronique? Il faut préciser que je suis une fan inconditionnelle de ce film et que
ça m'a interpellée parce que ça parle d'apparence et de vêtements et que je suis quelqu'un pour qui l'apparence et le vêtement est important. En ce sens que j'aime beaucoup me sentir élégante, me sentir jolie. Et en plus, je pense que je suis un peu influencée parce que ma maman était professeure et elle était toujours bien pomponnée, etc., pour être bien présentable devant les élèves. Et je pense que ça m'a influencée parce que moi, aujourd'hui, j'interviens devant du public avec des clients. C'est aussi important pour moi d'être particulièrement bien mise et bien pomponnée. Voilà. Tu nous as dit pourquoi est-ce que cette chronique t'avait interpellé. Pour les personnes qui n'ont pas lu Chères Erreurs, et que j'encourage évidemment à lire Chères Erreurs, Oui, oui, allez-y, allez-y. l'histoire est la suivante. Je faisais une mission dans une maison de haute couture. C'était au tout début des années 2000. Donc avant la sortie du Diable s'habille en Prada. Très vieille histoire. Moi, j'avais fait le début de ma carrière dans la grande distribution, etc. Donc, j'avais plutôt une garde-robe professionnelle confortable, mais pas extrêmement élégante. Et me voilà à faire cette mission dans une maison de haute couture où là, tout le monde était tiré à quatre épingles, habillé de pied en cap par la maison, qui donnait en plus des vestiaires assez cadres, etc. Et donc, j'ai assez vite senti le décalage vestimentaire entre le comité de direction avec lequel je travaillais et moi. Et d'ailleurs, la directrice marketing ne s'est pas privée de me faire quelques commentaires. Bref, je refais une partie de ma garde-robe et je fais le nécessaire pour passer, c'est-à-dire dans ce milieu extrêmement sensible à l'apparence. N'ayant pas vraiment de temps et ni d'envie de faire du shopping, je trouve une paire de chaussures très bien, très confortable, etc. Je la trouve tellement bien, j'en prends une noire et une bleue. Et je commence ma mission avec ce vestiaire limité mais efficace. La mission se passe, se termine et à la fin de la mission, je devais présenter mon rapport à la présidente. La présidente, et c'est là que le diable s'habille en Prada arrive comme référence, c'était de la vie générale un chameau. Une femme extrêmement dure, intraitable avec ses cadres, et dont tout le monde avait une peur absolument terrible. Et donc, je stressais avant mon Et entretien. pourquoi? Mais pourquoi? On se demande bien. Et je stressais tellement que le matin, je pars avec des chaussures dépareillées. De mes deux paires, la bleue et la noire, j'avais pris une bleue et une noire. Donc me voilà sapée comme Pierre Richard arrivant Ah ouais. dans l'entreprise. Et se passe toute la matinée sans que je ne me rende compte et sans que personne se rende compte. Et puis à midi, je vais à la cantine et la cantine était en bas d'un immense escalier et la file d'attente pour, comment dire, pour la caisse de la cantine était juste en bas de cet escalier. Et comme à l'époque, on n'avait pas encore de portable, on n'avait rien d'autre à faire quand on était dans la file d'attente de la caisse de la cantine que de regarder les gens qui arrivaient par ce grand escalier. Et là, donc, je descends mon escalier et je commence à voir une nana pouffer de rire, puis une deuxième, puis une troisième. Et là, je comprends pas. Puis je me dis, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Je baisse les yeux et là, le sol se dérobe sous mes pieds. Je me rends compte que j'avais une chaussure bleue, une chaussure noire. Alors, je deviens cramoisie. Enfin bon, je me souviens, j'étais mais C'était pétrifiée sur place, quoi. Et là, il me restait une demi-heure avant mon rendez-vous. Pas le temps de rentrer chez moi. Et donc, j'avais le choix entre arriver à mon rendez-vous à l'heure, saper comme un clown, ou rentrer chez moi et arriver tellement en retard à mon rendez-vous que je trouverais probablement porte close. J'ai choisi d'arriver à l'heure. ouais, oui, c'est vite réfléchi. Ben, tu dis ça, mais quand j'ai raconté cette histoire à une professionnelle de la mode italienne, elle m'a dit, mais comment est-ce que tu as pu faire une faute de goût pareille? Oui, d'accord. Elle serait rentrée chez elle. Et la question ne se posait pas. Finalement, le rendez-vous s'est bien passé. Je ne sais pas si la présidente a vu mes chaussures, mais si elle les a vues, elle n'en a rien laissé paraître. Et le rendez-vous s'est très bien passé. Et je me souviens vraiment de cette histoire-là parce que j'avais tellement honte. Et je me suis rendu compte finalement que c'était grave pour les gens que je croisais dans le couloir, mais que pour mon interlocutrice, ça n'avait aucune importance. Depuis ce moment-là, je garde l'idée qu'à un impair vestimentaire, c'est sûr, il y a des endroits qui sont plus ou moins propices à ça, mais que franchement, c'est pas pour ça que j'interviens et que s'il y a vraiment un impair vestimentaire, à la limite, autant en rire plutôt que d'essayer de le cacher.
Et ben, c'est exactement ça qui m'a touchée dans cette histoire. Parce que quand tu l'as partagé d'abord sur LinkedIn, puis que je l'ai relu dans Chères Erreurs, ça m'a vraiment renvoyé à ma première mission. Mon client, c'était une ONG qui était d'une assez bonne taille, ici à Luxembourg. Il faisait très très froid ce jour-là. Le premier jour de mon intervention, en plus, première mission, premier jour, première intervention. Bon, j'étais un peu sur des charbons ardents. Et au moment de sortir, je me rends compte que le manteau que je veux mettre pour me protéger de ce froid de canard, c'était un manteau doublé en fourrure. Je commence à avoir des sueurs froides en me disant, mais ils sont tous écolos là-dedans. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont, enfin, c'est inacceptable. Plus mon angoisse augmentait, et plus je me figurais qu'ils allaient me mettre à la porte de chez eux parce que j'avais ce manteau de fourrure. Bah, la peur l'a emporté et j'ai laissé le manteau sur son cintre. Je me suis dirigée vers quelque chose de beaucoup plus léger. Comme conséquence, c'est que j'ai caillé en attendant de rentrer dans leur bureau. Et je suis rentrée dans leur bureau. J'avais les extrémités des doigts congelées, puis je tremblais aussi de froid. Donc, j'étais pas dans des super conditions pour commencer une mission avec une réunion d'ouverture sereine. Donc, ça a vraiment fait écho à ça parce que le mental qui se fait des idées et qui prend le dessus et s'est concentré sur ce qui peut être considéré comme un détail, mais la tenue vestimentaire. Et bien sûr, ce n'est pas un détail. Et non, quand je fais des formations ou quand j'interviens en coaching, moi, je suis tout le temps debout. Donc, l'erreur de mettre des chaussures à talons, je l'ai faite une fois, pas deux. Ouais. Parce que ça m'a appris à relire cette chronique. Maintenant, je privilégie vraiment toujours, petit un, le confort qui va me permettre d'exercer mon métier de la façon la plus confortable possible, le côté pratique de la chose, et puis le fait de rester fidèle à moi-même, en fait. C'est ça aussi, tu précises bien que la directrice, à la fin de ta chronique, elle a rien laissé paraître, elle n'a pas du tout fait de remarques ou de commentaires, ou son attitude n'a pas changé parce que tu avais des chaussures dépareillées. Tu étais à la pointe de l'avant-garde, hein, Cécile, parce que aujourd'hui, ça se fait. Ça m'a aussi montré que finalement, ce qui était important, c'était de rester fidèle à moi-même et au fait que, bah, voilà, moi, je suis quelqu'un, j'aime bien être élégante, avoir des petits accessoires jolis, colorés. Et au final, je n'ai jamais eu de remarques Hmm. de mes clients, si ce n'est récemment, je commence à en avoir de plus en plus, des clients qui me disent à une pause ou autre, qui me disent, oh là là, t'es super bien habillée aujourd'hui, qu'est-ce que t'es jolie, ça fait plaisir. Je suis vraiment dans l'énergie que j'ai envie d'avoir, parce que finalement, c'est ça qui est intéressant pour le client. C'est que je lui apporte quelque chose. Donc, je lui apporte non seulement mon expertise, mais toute ma personnalité. Et que finalement, si je vais dans un endroit et que pour essayer de me couler dans un moule qui est pas le mien, je me dis, c'est quoi l'objectif? Est-ce que c'est créer une espèce de connivence qui trompera personne? Parce que de toute façon, mon client et moi sommes distincts. Il a une culture, il a des codes qui sont pas les miens. S'il m'a choisi pour intervenir, c'est parce que mes codes sont différents, ma culture est différente et que Hmm. justement, c'est de ça que naît une collaboration riche et des points de vue totalement différents. En fait, c'est vraiment marrant parce que sur le thème de l'habillement, moi j'ai fait une erreur de distraction ou de stress ou un acte manqué, mettons. Et toi, tu t'es auto-censuré pensant que tu allais déplaire à tes clients. Et ce à quoi on est arrivés toutes les deux par des chemins différents, c'est à assumer ce qu'on est et à arriver habillé d'une manière qui est à la fois confortable pour travailler et puis qui est représentative de qui on est. C'est ce qu'on a découvert à travers nos impairs vestimentaires, c'est que ce que nos clients finalement attendent de nous, c'est le travail qu'on leur apporte. Et notre habillement, c'est pas un détail, mais c'est quelque chose qui doit contribuer à ce qu'on apporte aux clients et pas, que tu disais, de connivence, hein, Oui, 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 tu sais, quand et de on cherche conformité. à faire Ouais. comme si. Quand on a préparé tout à l'heure, tu avais étendu cet apprentissage à autre chose qu'à l'habillement. Tu te souviens? Je me rappelle ma première expérience de management. C'est aussi une leçon cuisante que j'avais apprise. Mon équipe se moquait régulièrement de moi parce que j'employais un langage qui lui semblait châtié. Par exemple, je laissais un message au service informatique en leur disant, écoutez, j'espère que le matériel va bientôt arriver parce que là, ça plante tout le temps et qu'on commence à avoir un besoin criant. Et en fait, tout autour, ils étaient morts de rire parce que j'avais utilisé l'adjectif criant. Bah, à l'époque, je m'étais dit, ah mince,
Et donc, j'avais essayé de gommer et de raboter tous les aspects de ma personnalité, enfin, qui font de moi ce que je suis, hein. Et en plus, en pure perte, puisque ça marchait pas. Ça a généré beaucoup d'inconfort et puis je pense que cette anecdote, elle décrit bien le piège qu'il y a à vouloir cacher, à vouloir renier les aspérités supposées de sa personnalité pour se conformer à quelque chose qui n'apporte rien ni au client ni à nous. Et au fond, ce que tu dis là, c'est que les clients qui vont te demander de te conformer à leur façon de penser, leur façon de parler, au point que toi, tu doives t'oublier, c'est pas les bons clients pour toi. Ah ben carrément. C'est vrai que maintenant, j'ai suffisamment d'assertivité pour pouvoir gentiment leur faire comprendre que je suis pas la bonne personne pour travailler avec eux. Effectivement, les fois où ça m'est arrivé, il n'est ressorti que du mauvais, quoi. Aujourd'hui, si un client il vient me voir, bah, il a vu un peu à quoi ressemble mon site, à quoi ressemblent mes posts. On a parlé ensemble et il sait à quoi s'attendre en fait. Je Hum, vais pas le hum. décevoir. Aujourd'hui que tu es coach et formatrice et que tu interviens comme prestataire extérieur chez des clients, comment est-ce que ces apprentissages-là s'invitent dans ta pratique et s'invitent dans ta présence auprès de tes clients? Moi, ce que j'en retiens, c'est que pour que je puisse m'intéresser au client et vraiment lui accorder toute mon attention, bah, j'élimine d'office de mon esprit le sujet habillement, apparence, etc. Moi, ce qui est hyper important, c'est que mon apparence reflète ce que je suis, l'énergie que j'ai. Je m'habille énormément en couleurs, par exemple. J'adore ça, je mets du jaune, je peux m'habiller tout en jaune, je suis gaie comme un pinson et je suis pleine d'énergie et je marche plus vite. Et je pense que le client, il le perçoit vraiment et que ça lui apporte aussi quand vous avez un formateur qui est habillé dans une certaine couleur un peu vive, quand il y a un petit matin gris et brumeux, comme on a souvent au Luxembourg l'hiver, ah ben ça réveille. Une des premières choses que je fais faire à des gens qui sont en formation ou en atelier, c'est à les faire se lever. Ça les met aussi dans une dynamique, ça fait passer à l'action. Et Hum. donc, en fait, voilà. Et là, je peux vraiment être tout à mon client parce que je sais que le sujet, moi, ce que je vais dégager, etc., bah, n'est plus un sujet. Si je reboucle avec ce que tu nous disais tout à l'heure, c'est que tu as étendu cette appropriation, tu vois, du langage vestimentaire à ton langage pédagogique plutôt que d'aller chercher les Mintzberg, les machins, les trucs pour parler de sociologie du travail, d'organisation du travail, de risques psychosociaux, etc. Tu vas chercher du Gaston Lagaffe, tu vas chercher du Bretéché, tu vas chercher des Schtroumpfs. Derrière, il y a beaucoup de réflexion, il y a beaucoup d'intelligence et beaucoup de préparation, beaucoup de travail, beaucoup de sérieux, mais c'est dit d'une manière qui est accessible et qui surtout correspond à ton énergie et à ton style à toi. Mais c'est exactement ça. J'ai coaché pendant un moment des CEO qui avaient du mal avec le fait de s'approprier leur pouvoir, qui n'avaient pas une bonne Mm. expérience en tant que salarié d'être chef. Et puis quand ils se retrouvent chefs eux-mêmes, c'est très compliqué. Et donc, plutôt que de faire une synthèse en introduisant en 17 volumes la notion de leadership et de pouvoir, je leur fais lire le Schtroumpfissime. Avec le Schtroumpfissime, vous avez en une BD les conséquences du fait qu'on laisse le pouvoir à d'autres, que le grand Schtroumpf il part en voyage et il laisse les Schtroumpfs se débrouiller et ça donne le Schtroumpfissime et ça donne la guerre. Génial. Et ça, c'est un petit album, c'est hyper rigolo et c'est mais d'une subtilité et d'une puissance. J'ai pas trouvé ça dans d'autres ouvrages professionnels. Et d'ailleurs, pour rebondir, tu vois, quand je lis Chères erreurs, et ben moi, il y a tout ce que j'aime dans ce bouquin parce que il y a de la simplicité et du concret. Et de cette simplicité et de cette accessibilité et de ce concret, on en retire quelque chose qui est hyper important comme apprentissage et quelque chose qu'on peut raccrocher à notre expérience et s'approprier pour avancer. Merci pour ce mot de la fin, Cécile, et merci d'avoir été ma première invitée. C'était un grand plaisir de partager avec toi ces apprentissages à tiroir que tu as fait à partir de ma chronique. Merci Cécile, au revoir. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez envie de partager une erreur, pro ou perso, qui vous a transformé, ou si vous connaissez quelqu'un qui aurait une histoire à partager, écrivez-moi. Tous les profils sont bienvenus, sauf les gens parfaits, évidemment. Je vous invite aussi à noter ce podcast avec des étoiles, si vous avez aimé, ou envoyer cet épisode à quelqu'un qui aurait peut-être besoin de se réconcilier avec ses erreurs. N'oubliez pas, l'important, c'est pas nos erreurs, c'est ce qu'on en fait. À bientôt.